Bonjour à tous. Euh, pour ceux qui ont pris le temps de regarder le thème qui était annoncé pour cet après-midi, euh, j'avais la grande ambition de faire des prédictions sur le devenir des applications intelligentes et comparer un peu ce que je vois tous les jours avec ce qu'on fera dans quelques années. Et il y a quelques jours, je me suis dit que j'avais pas les moyens de mes ambitions. Donc j'ai réajusté le thème tout en ayant un maximum d'informations et d'éléments que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Et la thématique ne fait pas si peur que ça. Mais enfin, j'espère que ce que je partagerai sera utile et arrivera aux objectifs que je me suis fixés. Alors, qui est-ce que je suis? Je suis Joël Bellafa, je travaille pour Dataiku depuis 4 ans et demi. À la R&D en tant que lead architecte, j'ai aidé à développer notre produit principal. Je vois beaucoup de projets clients de fond en comble et à mes heures perdues, je fais beaucoup de veille techno sur des technologies qui me rendent heureux et qui me rendent malheureux parfois aussi. Euh, Qu'est-ce que j'aimerais partager avec vous et pourquoi je veux le partager? Euh, Ce que je vois au jour le jour, c'est des gens, des projets, des besoins, des librairies, des rêves, des devices, des drones, qui ont pour vocation de construire ce que sera le monde du travail de demain, la mobilité de demain, le, les traitements médicaux de demain, le- les livres pour enfants de demain, tout ce qu'on peut imaginer. Et à chaque fois que des avancées sont faites, je me rends compte que on arrive à créer des modèles d'intelligence artificielle efficaces, qu'on arrive à concevoir des choses très prometteuses pour l'avenir, mais qu'on aura besoin de beaucoup d'applications. Et surtout, on aura besoin de transformer les applications qu'on utilise aujourd'hui dans le monde du travail, enfin, sur nos smartphones, les applications web, les portails qui servent à la paperasse gouvernementale. On aura besoin de tout transformer sans de trop grandes difficultés, avec une philosophie qui nous donne envie de faire des choses, des choses, enfin, je n'aime pas le terme disruptive, mais des choses qui sont à contre-courant de ce qu'on voit tous les jours. Et j'avais le choix entre ces thèmes-là et un autre thème qui m'aurait fait faire des live démos et vous faire voir du code et des choses sympas. Mais j'ai vu le timing vendredi, 13h30, une petite digestion. Je me suis dit que vous partagez du code R, c'était pas la meilleure idée de la journée. Donc j'espère que on arrivera à cet objectif. Alors, ma base de travail pour ce talk, c'est les composants qui font vivre ce que j'appelle une application intelligente. On part de la donnée, des applications qui produisent et consomment cette donnée, et de toute une panoplie, un ensemble de modèles, d'endpoints qui sont censés faire vivre l'intelligence. La chose qu'on a toujours su faire, finalement, sur ces dernières années, sont les applications. Euh, mais qu'est-ce qui a changé dans l'approche lorsqu'on veut concevoir un système intelligent? Il faut se dire que les données ont servi de source de persistance. Pendant très longtemps, en tout cas d'aussi longtemps que je me souvienne et que je m'intéresse à l'informatique en règle générale, c'est un persistence layer, la donnée. Jusqu'au moment où on a atteint un niveau de symbiose, si je puis dire, où ce qu'on trouvait dans une base de données en règle générale reflète presque une partie de la logique applicative. Euh,
Et ça va beaucoup plus loin lorsqu'on fait de l'intelligence artificielle, plus particulièrement du machine learning, parce que les inférences sont construites à partir d'une immensité de données, mais ça ne s'arrête pas là. Même lorsqu'on a un modèle de machine learning et dans certains cas un modèle de deep learning, on a toujours de la donnée, fût-elle résiduelle, qui permettent de faire vivre ce modèle. En tout cas, c'est la philosophie de base. Et ce qui m'a intéressé lorsque j'ai commencé à vouloir faire des choses intéressantes dans la vraie vie, pour le vrai monde, c'est que j'ai toujours fait le parallèle entre l'intelligence qu'on connaît, l'intelligence humaine, animale, et l'environnement dans lequel elle évolue, confronté à ce qu'on essaye d'émuler à partir d'un système de calcul. Et je me suis rendu compte qu'on a finalement des grosses similitudes, parce que la base de travail de notre cerveau sont les fonctions cognitives supérieures. Normalement, on ne vous apprend pas à sourire, sauf si vous êtes... normalement, on ne vous apprend pas à sourire, on ne vous apprend pas à être très très énervé quand vous avez faim. Par contre, ce qu'on vous apprend, et ce qu'on a développé au fil des siècles, c'est des interfaces pour notre bien-être, pour notre nutrition, pour l'expression de nos sentiments, l'art, le sport, l'agriculture, tout plein de disciplines qui ont énormément de choses en commun avec ce qu'on essaie de faire à l'intelligence artificielle. Je vais prendre par exemple le tennis, parce que le week-end dernier j'ai fait du tennis avec ma famille. Le tennis a été inventé, puis perfectionné, puis a eu des équipements qui ont aidé les gens à être plus perfectionnés, qui ont joué face à des gens tout aussi perfectionnés, qui ont affiné leur technique. On a eu globalement des instructions qui ont conduit à un modèle qui s'est entraîné au fil des siècles et qui a donné naissance à Federer. C'est quelque chose de persistant. Un modèle de machine learning s'affine et vit et évolue au fil des données qu'il reçoit. 90% des efforts de développement, d'ingéniosité, d'influx nerveux que je vois dans les projets clients sont consommés par la nécessité de rendre les données à la disposition d'un data scientist, d'un data engineer ou même d'un développeur front-end web suffisamment efficiente, suffisamment décente. C'est 90% des efforts. Le reste des efforts, lorsqu'on va dans des projets dans la vraie vie, n'est pas subi par la communauté qui développe ces applications-là du début à la fin. Elle est portée par des chercheurs qui font la course à savoir qui va avoir le meilleur modèle, qui va avoir la meilleure implémentation, qui va pouvoir gratter de la UC à gauche, à droite. Mais dans la vraie vie, lorsqu'on se met à développer ces applications-là, c'est ce qui me frappe le plus. Parce que maintenant, moi, j'aimerais vous donner un point de départ. Quelques-uns sont probablement familiers avec certains concepts que j'ai évoqués de manière abstraite, d'autres ne le sont pas. Par contre, on vit à peu près tous dans le même monde et on est tous au courant de ces porte-étendards de l'intelligence artificielle AlphaGo, qui a humilié et rendu dépressif un champion de Go. J'étais vraiment très 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 triste quand j'ai vu sa tête à la fin du match. Je l'ai vu, la photo de la fin du match, je me suis dit il faut que je regarde le match, parce que quelqu'un soit entre guillemets l'un des meilleurs du monde dans sa discipline et que sa rencontre avec un ordinateur lui fait faire cette tête-là. Voilà, j'aimerais que ça m'arrive, mais pas trop. Les autopilotes qui, quand ils ne crachent pas accidentellement des avions, sont des choses vraiment impressionnantes. D'ailleurs, ils sont plus fiables que les humains, que ce soit pour les avions, les voitures, les chariots industriels, et j'en passe.
et les robots médicaux. Ce sont parmi les plus gros porte-étendards. D'ailleurs, petite remarque, c'est intéressant que l'être humain ait commencé par s'humilier intellectuellement avec l'IA, ensuite se rendre complètement inutile dans un des plus beaux métiers du monde qui est pilote, et ensuite a construit un truc pour s'assurer qu'il vivrait suffisamment longtemps pour subir cette humiliation au fil du temps. Donc c'est bien, on est constructif avec l'IA, mais ça promet. Donc ce sont des choses, en toute honnêteté, très difficiles techniquement, qui sont le fruit de recherches de plusieurs dizaines, voire centaines d'années pour certains concepts, et de patience aussi, parce que les réseaux de neurones, on sait que les réseaux de neurones ont été découverts il y a très très longtemps, que certains systèmes de calcul, notamment les GPU, ont permis de faire des miracles en termes de parallélisation d'instructions. Mais on se dit que ça, c'est un moonshot, c'est un voyage Terre-Lune, et que lorsqu'on va retourner dans le monde de tous les jours, ça va être normalement moins difficile, parce que on ne veut pas battre Federer, mais on veut juste pouvoir, une fois dans sa vie, réussir un reverse IC. Une fois. Mais bon, il fallait que je fasse un cliché, hein. Il fallait que je cite quelqu'un, parce que tu cites quelqu'un dans le talk. J'ai pris un mec raisonnablement intelligent, et qui dit quelque chose qui s'applique aux mathématiques, mais qui s'applique à finalement tous les dérivés ou les parallèles des mathématiques. Dans nos têtes, sur TechCrunch, sur TF1, ça semble joli. Non, ça semble pas joli sur TF1. Mais à la fin de la journée, on voit des choses très très difficiles faites par des gens très très malins, mais qui en parlent de manière détendue dans un canapé sur un talk, et on se dit, on va faire un truc bien plus simple, on va y arriver, on va faire un projet, on va avoir de la veille pour les 3 prochaines années, et on va être très très heureux. C'était en tout cas mon état d'esprit. Entre 2010 et 2015, d'abord en veille techno personnelle, puis lorsque les premiers projets à ma portée sont arrivés, j'avais l'intention de ça, mais notamment les premiers projets avec les premiers clients avec Dataiku, ça ressemblait plutôt à ça. C'est quand même quelque chose de laborieux. Et pourquoi, en tout cas durant cet intervalle de temps, c'était laborieux? C'était laborieux parce que les choses n'existaient pas encore, qu'on avait déjà des difficultés. Il faut se dire que lorsqu'on parle d'écosystèmes très denses, il ne faut pas se dire que ça y est, on avait développé plein de frameworks, on avait développé plein de choses qui étaient stables et qui marchaient, et qu'on était noyé dans tout ça. C'est vrai que si on part de zéro sur une tentative d'acquisition de connaissances en termes de développement, le premier réflexe qu'on veut avoir, c'est ouvrir son navigateur, parce qu'aujourd'hui on a Internet, googler le truc, voir la première vidéo ou voir le premier projet GitHub où il y a plus de 10 stars, cloner le truc, bootstrapper le truc, voir ce que ça donne. Il faut se dire que, alors même que le 99% des clients, en tout cas que j'avais en face de moi, n'avaient même pas fini de commencer à penser leur entrepôt de données rationalisé de manière à pouvoir annexer des applications ou des factories de modèles de machine learning, il faut se dire qu'il y avait déjà un embarras du choix complètement monstre dans les moteurs d'exécution, dans les librairies, dans les progiciels, dans les architectures, parce que certains prêchaient pour le tout on cloud. Laissez Google faire ça. De toute manière, ils ont toutes les données du monde. Ils demandent même à ne plus avoir de données. Ils ont déjà réinventé le monde de demain. Profitons-en. Et
des compétitions entre les mainteneurs de librairies de machine learning qui ont fait des choses très très bien. Je reste à titre personnel convaincu que ce n'est que dans la difficulté et dans la compétition qu'on arrive à l'excellence. Mais il faut se dire qu'alors que personne ne faisait rien, il y en avait déjà trop. J'y reviendrai. Le contexte légal, à cause de deux choses. Le premier, l'effet Snowden. C'est-à-dire que beaucoup de choses ont été conditionnées par le cloud, mais alors que les intentions étaient bonnes, il y a eu l'effet Snowden qui a craché dans la soupe. Est-ce que la soupe nous aurait empoisonnés ou non? Je ne débat pas là-dessus, mais ça fait très très peur à plein de gens. Et évidemment, la promesse de ce qu'on appelle aujourd'hui GDPR, on va réguler, il faut réguler. Donc, les décideurs, les gros influenceurs dans l'industrie notamment, ont eu peur. Et je conçois que ce soit quelque chose de sensible. Et naturellement, la maturité, parce que faire le gap entre ce qu'on fait tous les jours en termes de transformation digitale, je pense qu'on a beaucoup avancé ces 3, 4, 5 dernières années. Mais un petit peu avant ça, on parlait de choses complètement folles, alors que il y avait des applications qui étaient encore écrites pour Windows NT ou enfin Windows 3.1 qui étaient encore en production. Donc, bon, un truc stable, résilient au fil du temps, moi je vote pour. Mais il y avait un petit peu, il y avait un croisement de monde qui devait se faire. Alors, lorsque les premiers projets ont vu le jour, en tout cas, là je parle de mon expérience personnelle, très vite, se sont distingués, mais de manière très drastique, deux modes de consommation de l'IA. Des cas d'usage qui étaient plutôt destinés à l'être humain, des cas d'usage qui fonctionnaient de la manière suivante. On injecte du machine learning sur une source de données, on essaie soit d'améliorer un moteur de règles ou un pipeline manuel, et ça finit en aide à la décision ou en buddy check, comme j'aime l'appeler, fait par une machine. Versus des cas d'usage qui étaient destinés à la consommation directe des applications. J'entends par là qu'un moteur de recommandation sur un site de e-commerce, la personne se voit recommander des choses, mais elle n'est pas là pour consommer des insights de ML. Donc c'est vraiment le site web qui sert à la consommation, qui se sert du modèle de machine learning qui a été entraîné ou des données issues du scoring du modèle de machine learning. Il y a par exemple des cas qui peuvent être neutres ou qui peuvent s'appliquer aux deux cas, par exemple du pricing dynamique. On peut se dire que pour un acheteur, un gros acheteur sur une société de gas and oil, le pricing dynamique peut être intéressant entre ses fournisseurs. Mais lorsqu'on veut acheter un billet d'avion, je ne vais pas les citer, je ne suis pas régi au CSA, mais bon, on a tous des plateformes de pricing dynamique qui doublent les prix quand vous quittez le browser et que vous revenez dessus. Enfin, voilà. Donc, ces deux populations et ces deux types d'applications se croisaient, étaient parfois complémentaires, parfois complètement séparés. Et ce qui était intéressant pour moi dans cette démarche de me dire, dans l'absolu, il faudra de plus en plus d'applications qui se rapprochent de cette stack qui construit des modèles de machine learning et qui les fait vivre au fil du temps. C'est que dans l'absolu, faire consommer de l'intelligence artificielle à une application est beaucoup plus aisé dans plusieurs domaines que la faire consommer à un être humain. Ce qui semble un peu déroutant, parce qu'une application, il faut la développer, il faut la maintenir,
Un être humain, bah, c'est... Non, il faut le développer, il faut le maintenir aussi, en fait. Mais la première constatation évidente, c'est l'inégalité devant GDPR. Parce que GDPR a fait peur, mais nous sommes français. Il n'existe pas de régulation qui implique d'autres personnes dans le monde qui puissent battre ce qu'on a à la maison. La conception de la donnée personnelle par GDPR, c'est presque une blague contrairement à comparer à ce que la CNIL enforce. On peut être fier d'être français, pas seulement parce qu'on est champion du monde de foot. Donc, on se rend compte que la compliance GDPR, je veux un consentement, que ce soit pour une application ou que ce soit pour un être humain. Je veux le consentement de celui qui file ces données. Après, que ce soit en petite ligne, grande ligne, grosse ligne, moi, c'est pas mon problème, mais je veux son consentement. Ensuite, je veux une anonymisation, mais je veux une anonymisation polymorphique. Pourquoi est-ce que je veux une anonymisation polymorphique dans les données que j'ingère et qui vont me servir à l'intelligence artificielle et au machine learning? C'est parce que la cardinalité d'une donnée peut beaucoup influer sur le modèle. J'entends par là que je ne dois pas savoir que la personne habite à Paris, qu'elle a 25 ans et qu'elle s'appelle Bernard, mais s'il y a un nœud dans mon modèle qui prend en compte le fait que la personne habite à Paris et que peut-être que lui recommander des sports d'hiver sur la frontière italienne, c'est pas une bonne idée. J'ai besoin de cette information, mais je ne peux pas la garder. Donc il faut un moyen d'offusquer la donnée tout en gardant la structure logique qui permette l'inférence à l'algorithme. Donc anonymisation polymorphique. C'est important de comprendre ce concept-là. En plus de cette anonymisation polymorphique, il y a une nécessité progressive il n'y a pas de mot français impersonnation, c'est pas dans le dico, mais d'impersonner les accès à la donnée. Les applications ont pendant très très longtemps fonctionné quasi exclusivement que par compte de service. Aujourd'hui, il faut, que ce soit pour un back-office ou même pour des services identifiés, il y a de plus en plus d'accès direct et identifié. Pourquoi? Parce que c'est en soi une valeur, c'est en soi valorisant de savoir qui a accès à quoi. Mais quand on est dans le contexte GDPR, c'est important de savoir qui a accès à quoi pour savoir s'il a le droit d'avoir accès ou pour savoir comment lui donner accès. Donc toutes les opérations applicatives, et ça va finalement très très loin parce que ça va jusqu'à la donnée, ça va parfois, lorsqu'on travaille sur un modèle ou sur la consommation d'un modèle, ça va jusqu'à l'environnement d'exécution. Pourquoi? Parce qu'il suffit que si une instruction est dans un environnement temporaire et est partagée par plusieurs personnes, si c'est exposé au mauvais endroit, hop, il y a un trou dans la raquette, donc on a envie de l'enforcer. Et c'est quelque chose de techniquement pas évident. À titre personnel, chez Dataiku, on s'y est attaqué et sur notre plateforme, ça a fait l'objet de la chose la plus difficile qu'on ait eu à développer. Bon, principalement parce que la doc des projets open source sur tout ce qui est analytics ment. Il faut toujours aller lire le code source. La doc sur Spark ment. Il faut lire le code source de Spark. Ensuite, il faut comprendre comment l'exécuteur Spark fonctionne. Ensuite, il faut comprendre pourquoi il faut truster des channels bilatéraux. Enfin bref, c'est complexe techniquement et ça nécessite toujours une compréhension business. Il faut cette impersonnation. Et il faut évidemment des audits parce que il faut quelqu'un qui soit responsable quand on met quelque chose en place. Comme ça, on ne met pas toute la boîte en prison. On met juste le Data Protection Officer en tôle. Et moi, je pense que c'est quelque chose, c'est un modèle qui marche. Maintenant, comment est-ce que ces
ces deux gars-là s'en sortent. J'entends par là, Tony Stark, il est sous GDPR. Hein, ouais, il utilise de l'exadata, il se conforme à des technologies du monde bien réel. Et j'ai une application qui est une extension Snapchat qui fait la même chose. Eh ben, Tony Stark, il va se faire humilier par l'extension Snapchat parce que l'anonymisation polymorphique, l'application n'a pas réellement de problème à s'adapter à cet environnement-là. Pourquoi HMAP, et surtout, que ce soit dans la production et la consommation de données, c'est dans le code de l'application que c'est maintenu. Donc s'il y a un changement, s'il y a une adaptation à faire, finalement c'est une instruction. L'application est neutre, l'adaptation à cette anonymisation est dans le code. Un analyste qui doit prendre une décision et qui voit Paris, Londres, Rome être remplacé par Alpha, Bravo, Charlie, Tango, voilà, c'est globalement quand vous dites je vais faire une campagne marketing, quelle ville targeter, le mec il est à C3PO City, ça marche moins bien dans sa tête. Parce qu'on a des préjugés qui sont des réseaux de neurones qui nous servent à en fait builder les technologies sur lesquelles on se repose aujourd'hui pour créer l'intelligence artificielle. Oui, pensez. L'impersonnation des accès, ça devient de plus en plus drôle parce qu'il faut des outils, il faut des stacks, il faut une régulation, il faut pouvoir administrer les données, sachant que l'administrateur ne doit pas outrepasser l'impersonnation des accès. Je passe rapidement parce que je vois qu'il me reste 18 minutes, mais je peux vous dire que si vous essayez de résoudre ce problème sur une feuille de papier, c'est quelque chose de pas forcément évident. Mais là où il y a un no match absolu, c'est sur l'audit. Parce que vous pouvez déporter des logs dans Splunk ou dans ELK à loisir pour l'audit de votre application. Faire du reporting à 200 analystes dans une boîte du CAC 40 bien comme il faut et les faire changer de politique comme ça n'existe pas. Et ce qui est intéressant, c'est que à titre personnel, j'ai toujours été un petit peu geek sur ces thématiques-là. Mais lorsqu'on conçoit des applications de ce type-là, c'est des choses qui viennent dans notre tête. Je suis passionné de code depuis 14 ans, où pensant que j'allais me faire coller parce que j'avais fait quelque chose de pas très bien avec ma TI 83, j'ai reçu mon premier IDE. Donc j'ai une affinité avec le code. Ça, c'est un problème qui est obligé d'arriver à la conscience d'un développeur lorsqu'il écrit son algo de consommation, ne serait-ce de consommation d'un service qui fait du UML ou du deep learning. Donc la régulation, on voit quand même que les use cases basés sur les applications ont une bonne longueur d'avance et ont un meilleur avenir devant eux que Tony Stark. Et ensuite, il y a ça. Il y a le fait de se dire, qu'est-ce qui se passe lorsque il y a une nouvelle nécessité d'optimisation de prise de décision, d'optimisation de reporting? Finalement, on a des personnes qui ont des outils de travail, qui ont des affinités avec des outils, avec des technologies, etc. C'est aussi le cas pour les applications. J'entends par là que un jeu vidéo qui a une structure objet va avoir tendance à stocker des trucs sur Mongo, par exemple, et des time series ne vont pas forcément aller sur Mongo. Mais à la fin de la journée, vous avez une application, vous voyez la structure de données, vous voyez les frameworks, les dépendances, et vous savez exactement quoi utiliser. Pour l'humain, il faut qu'il fasse un POC, puis qu'il fasse tester aux utilisateurs, puis un qui aime ça, puis l'autre qui aime ça, et puis il faut tout comparer. Et en fait, à la fin, il y a un mec qui a déjà décidé de toute façon, et il faut juste faut juste faire le truc bien comme il faut pour cocher une case.
Mais si on veut être rigoureux, à la fin de la journée, c'est encore l'environnement applicatif qui va gagner. Donc, il y a des cas d'usage qui poussent, il y a des cas d'usage qui ont pour moi vocation à être priorisés. Je pense que j'ai 30 ans, il y a des gens qui travaillent avec moi qui ont commencé à travailler avant que je sois né, donc en toute humilité, je peux me tromper, mais je pense que l'avenir de l'IA se base sur la consommation de l'IA par les applications. Et il y a donc cette question de maturité, et il faut savoir dire qu'on ne sait pas. On n'a pas de retour sur la maturité des applications en ML. Principalement parce qu'il y a un espèce de flou. Les applications produisent des données, consomment des services. Les êtres humains produisent indirectement de la donnée, consomment indirectement des services. Mais est-ce que on n'aura pas un saut dans le temps qui va faire qu'on a une puce dans le cerveau qui interagisse directement avec, je sais pas, un pipeline d'entraînement de modèles de données qui fera que, je sais pas, on fasse du transfer learning, qu'on fasse jouer un ordinateur au tennis pendant une nuit et que le matin, on puisse aller se faire Serena. Ça me semble hautement improbable. Mais la maturité s'acquiert avec le temps et on peut se reposer sur finalement la courbe d'évolution de cette maturité pour faire des prédictions. Et ces prédictions se confrontent forcément à des difficultés. Il faut se dire que dans la vie de tous les jours, que ce soit pour des questions de format de données qui sont imparfaits, qui appartiennent à un ancien monde, je me faisais la réflexion de me dire que en fait, les instructions de code n'évoluent pas beaucoup. Au final, on fait des choses complètement différentes, mais la for loop, elle n'a pas beaucoup évolué. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul à penser ça récemment. Mais il y a un ancien monde qui a de la donnée dont on pourrait se servir, mais qui force certaines contraintes dans la vraie vie, qu'on veut faire des vraies choses pour notre environnement de tous les jours. Les dépendances aux librairies. Il faut se dire que tous les 4 jours, il y a un mec qui trouve une nouvelle approche absolument géniale et il release une nouvelle librairie qui va impacter 2 autres librairies qui font à peu près la même chose, mais dont on dépend. En gros, tu tires 50 dépendances et tu les fais évoluer toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. Sauf que si tu as entraîné un modèle, les formats de sérialisation de ces modèles-là ne te permettent pas de les désérialiser avec la version d'après. Bon, ça, c'est un petit peu comme Apple et les accessoires MacBook. On te fait changer de MacBook, on te fait changer d'accessoires. Tu les rachètes tous. Donc c'est exactement le même principe. Et désolé pour le outrage Apple, c'est juste que je suis très très frustré de ne pas avoir ma télécommande, parce que je suis obligé de faire des allers-retours. Donc, quelque chose qui est venu comme le Saint Graal et qui a été un accélérateur absolument fou sur les vrais usages qu'on veut voir en entreprise. On veut ou on veut pas un ordinateur qui nous reconnaît à la porte, qui nous dessine des trucs dans notre café, qui prédit la saturation ou la disponibilité d'une salle de réunion, qui remarque que la personne qui a fait une fausse carte d'identité avec votre nom pour aller souscrire un crédit a une anomalie dans sa fausse carte d'identité. Le deep learning, lorsqu'il a touché le monde de l'entreprise, a vraiment changé. On ne pouvait pas seulement consommer des raw data, et j'ai même envie de dire qu'on pouvait faire des choses bêtes et productives. J'entends par là que dans certains cas,
Pour ceux qui connaissent les compétitions Kaggle qui en fait donnent de l'argent à ceux qui font les plus gros brute force et plus efficaces du monde, on n'avait pas nécessairement besoin de faire tout ce travail de pré-processing, d'expansion de variables complètement folle ou de préparation de terrain pour faire fonctionner certaines choses. Le deep learning a offert ça. Mais c'est venu avec des problèmes. C'est venu avec quoi comme problème? Problème de base, CPU, instruction répétitive fois X millions. Oh, voilà. Nécessité de GPU, même pour des cas d'usage qui ne nécessitent pas de GPU. Quand le mec a pris l'habitude que c'est rapide en GPU, il veut une GPU. Et il faut être exigeant dans la vie. Moi, je suis très très content de pouvoir potentiellement passer en note de frais les dernières GeForce parce que j'aurai un autre usage assez intéressant à la maison pour ces cartes-là. Donc, voilà, c'est raisonnable. Je speed un peu sur certains éléments, mais pardon. Clairement, il y a des formats de données qui n'étaient absolument pas traitables en l'état avec le machine learning classique. Et c'est en fait, en toute honnêteté, avec l'arrivée du deep learning qu'on peut vraiment parler d'intelligence artificielle généralisée dans l'entreprise parce qu'on peut vraiment créer cette émulation-là à coût raisonnable. Par contre, les GPU, c'est très 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 cher. Et Nvidia, ils n'ont pas l'intention de baisser les prix pour vos beaux yeux. Et c'est là que, enfin, toutes ces personnes qui se sont battues, et je pense qu'il y en a 2-3 qui se sont battus pour l'adoption de Docker en entreprise et qui se sont pris des trucs du genre « Ouais, mais c'est des trucs qu'on connaît déjà. » C'est vrai que la containerisation système, je ne me souviens plus aujourd'hui, mais c'est un très très vieux système qui l'a implémenté au début. J'aurais dû me le noter d'ailleurs. Mais Docker a changé beaucoup de choses. Pourquoi Docker a changé beaucoup de choses? On pouvait partager les GPU. C'est-à-dire que l'environnement d'exécution, lorsqu'on avait besoin de GPU, on lançait un conteneur sur l'appliance ou sur le serveur qui avait plein de GPU, et le reste du temps, on travaillait sur des machines classiques. On n'avait pas besoin d'acheter des GPU pour tout le monde. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de cette adhérence aux librairies pour des modèles. Il faut se dire que cette adhérence ne s'arrête naturellement pas qu'aux librairies, parce que les librairies tirent des librairies des dépendants système et des operating systems. Qu'en est-il de, du coup, une migration obligatoire pour des raisons de sécurité? Que devient mon modèle? En fait, mon modèle, je peux toujours m'en servir sur un conteneur qui se repose sur une image système qui est complètement différente du système dans lequel le reste de mon application vit. Ça semble tout simple, mais ça a changé tellement de choses dans la vraie vie. Et la portabilité aussi, parce qu'on peut concevoir un moteur de scoring en temps réel pour son application et le faire vivre dans un data center complètement éloigné, parce qu'on a une image avec tout qui va, avec toutes les dépendances, et qu'on ne va pas dicter par téléphone satellite à un mec qui est à l'autre bout de la planète comment réinstaller complètement toute la stack. Ça a été une vraie avancée. Une autre avancée évidente, c'était le cloud. Pourquoi? Déjà parce que la moitié des gens qui ont créé des data lakes on-premise par exemple sont devenus dépressifs. L'autre moitié qui a survécu et qui est relativement contente est aussi devenue dépressive, mais un peu plus tard lorsque sur HDFS, le nombre max de blocs, la nécessité d'expliquer à la sécurité qu'en gros, il y a une sécurité qui repose sur Kerberos, puis sur des delegation tokens avec une complexité absolument monstre. Et cet écosystème-là est fait de plein de technologies qui sont censées marcher ensemble.
mais qui n'en ont rien à faire l'une de l'autre. Donc c'est, en termes de maintenabilité, un data lake, c'est quelque chose qui se fait en premise, mais faut se réveiller. Faut savoir dans quoi s'engage. Mais on a aussi des API qui étaient à notre disposition en complémentarité avec les modèles qu'on pouvait entraîner pour soi. Et cette espèce d'architecture hybride a été une vraie avancée. Et enfin, un principe qui est aujourd'hui partout, puis oublié, un peu transparent, mais qui a rappelé, SOA. Il faut se dire qu'à la fin de la journée, un modèle de machine learning ou même de deep learning, c'est une fonction. Ça peut être dans une lambda, ça peut être, bon, c'est pas aussi facile, mais ça peut être réduit à un simple service, un service qui est consommé par votre application. Et ça donne beaucoup d'espoir. Ça donne beaucoup d'espoir parce que on a des applications qui se reposent sur des API serveurs, on a des applications serveurs, on a des applications mobiles, on a des applications dans des montres, dans des lunettes, dans des baskets, je sais pas, bientôt dans des implants dentaires, j'ai vu un truc un peu... Voilà. Mais on commence à avoir des modèles qui fonctionnent à basse consommation avec des structures de données qui sont faites pour ne pas cramer la batterie de notre téléphone en moins de temps qu'il ne faut pour faire un talk à Devox. Donc, on a de l'espoir parce qu'on a le hardware qui s'adapte, on a une approche qui pousse à faire de plus en plus d'applications parce que c'est bénéfique pour l'intelligence artificielle en elle-même, et on sait que dans le monde du tout connecté et de l'Internet des objets, on aura peut-être besoin d'amener l'intelligence à fusionner finalement avec nos applications, peu importe le degré de proximité. Quelque chose qui est aussi très très rassurant, c'est qu'il faut se dire que on est en 2019. Oh non, en 2019. Mais tous ces trucs-ci, Kubernetes qui aujourd'hui est le foyer de containerisation le plus, enfin l'orchestrateur de containerisation le plus popularisé, le plus stable. D'ailleurs, pour ceux qui ont fait du Kubernetes au début, enfin voilà, c'était au début fallait lutter, c'était pas du tout stable. TensorFlow, c'était encore pire, fallait compiler un truc qui compilait un truc qui compilait un truc qui compilait TensorFlow. Et si tu perdais un truc, ou si le mec de Google, il était productif cette semaine-là, tu pouvais passer 10 fois plus de temps à compiler qu'à te servir du framework. Alors qu'on est en 2019. Et Spark, les gens ont enfin compris que Spark, c'était pas un truc magique qui faisait du calcul in-memory et qui se pilait sur disque comme un porc. Et que donc ça fait du calcul distribué, mais il faut savoir un petit peu comment le gérer. Il y a une maturité sur les moteurs d'exécution, il y a une maturité sur les librairies de machine learning et de deep learning, il y a une maturité sur les environnements d'exécution. Il y a une maturité qui est évidente maintenant pour les applications intelligentes. Donc, il suffit de se lancer, il suffit de penser quasi systématiquement à ouvrir ne serait-ce qu'une porte à de l'intelligence dans son application. La porte d'entrée n'est pas forcément évidente. L'acquisition de connaissances n'est pas des plus aisées, mais lorsqu'on a une bonne idée, qu'on a du temps, qu'on est bien entouré, on arrive à des résultats. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais que vous ne savez pas forcément comment démarrer, comment vous constituer cette partie intelligence de l'application que vous voulez concevoir, on a des tutos qui vous permettent de concevoir ça, des choses avec nos produits, des choses un peu neutres, mais des choses dans l'absolu accessibles. Et c'est tout. Merci beaucoup.